Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 1er août, je vous propose de revenir tout d'abord sur la période post-élection au Cambodge, puisque le Premier ministre du Cambodge depuis 1985, Hun Sen, a annoncé sa démission au profit de son fils, officialisant ainsi une succession anticipée par les observateurs depuis au moins 2021. Nous irons ensuite au Myanmar où la junte militaire vient d'annoncer pour la 4e fois un prolongement de l'état d'urgence et a accordé un allègement de la peine de l'ancienne chef du gouvernement Aung San Suu Kyi. Nous reviendrons ensuite sur la visite du président français Emmanuel Macron sur l'archipel du Vanuatu et nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique aux îles Salomon où une organisation de journalistes d'investigation a révélé une affaire de corruption impliquant un des plus grands journaux du pays et l'ambassade chinoise sur place. Quelques jours après le scrutin du dimanche 23 juillet, le Premier ministre du Cambodge depuis 1985 a annoncé sa démission au profit de son fils, Hun Manet, âgé de 45 ans. Lors des élections législatives qui se sont déroulées sans le principal parti d'opposition, le Parti du peuple cambodgien qui est au pouvoir depuis la chute du régime des Khmers rouges en 1979 a remporté, selon les résultats préliminaires, 120 des 125 sièges de l'Assemblée nationale du pays. En effet, le principal parti d'opposition, le Candlelight Party, a été disqualifié le 25 mai dernier sur ordre de la Cour suprême, qui a déclaré que le parti n'avait pas fourni la version originale du document d'inscription au scrutin. La semaine qui avait précédé le scrutin, Hun Sen avait déclaré à Phoenix TV, une chaîne de télévision chinoise, que son fils pourrait devenir le nouveau Premier ministre d'ici à 3 semaines après les élections. Une annonce qui avait surpris, puisque la plupart des observateurs estimaient que la succession n'aurait pas lieu avant 2028. Hun Sen a indiqué mercredi qu'un nouveau gouvernement dirigé par Hun Manet serait formé le 22 août après la publication des résultats officiels de l'élection. Il a également précisé qu'il resterait à la tête du Parti populaire cambodgien. Le Premier ministre devrait donc continuer d'exercer un contrôle significatif sur la politique du pays, au moins le temps d'assurer une transition sans accroc pour son fils. Hun Manet a déclaré le lendemain de l'annonce faite par son père qu'il maintiendrait la paix afin d'assurer le développement et la tranquillité du peuple. Notons que certains observateurs optimistes estiment que Hun Manet, diplômé d'un doctorat en économie à l'université de Bristol au Royaume-Uni et de l'académie militaire de West Point aux États-Unis, pourrait engager son pays sur une voie plus progressiste et rompre avec la pratique autoritaire de son père. Des suppositions que seul le temps permettra d'apprécier. Par ailleurs, plusieurs médias ont cité des documents qui auraient fuité pour indiquer que le futur gouvernement verrait un important renouvellement des élites à la tête du pouvoir et que plusieurs ministres notamment passeraient la main à leurs enfants pour leur succéder à leur poste, à l'image du ministre de la Défense Die Banh qui devrait céder son poste à son fils de 42 ans Die Seyhia, actuel gouverneur de la province de Siem Reap. De plus, c'est le fils du ministre de l'Intérieur Sokeng Sarsokha, âgé de 43 ans, qui devrait prendre la suite de son père au sein du même ministère. Et le plus jeune fils de Hun Sen, Hun Mani, devrait quant à lui hériter du ministère du service civil. Au total, ce seraient 23 des 30 postes du gouvernement qui devraient échoir à de nouvelles têtes. Radio Free Asia a également indiqué que le porte-parole du Parti populaire cambodgien, Soy Ei San, avait confirmé que le cabinet qui sera formé fin août serait composé à 90% de nouvelles personnes. La junte militaire birmane a prolongé l'état d'urgence pour la 4e fois depuis le coup d'État du 1er février 2021 qui a chassé du pouvoir le gouvernement issu des élections organisées plusieurs mois auparavant et remportées par la Ligue nationale pour la démocratie. La loi birmane précise que l'état d'urgence ne peut être prolongé normalement qu'à 2 reprises, mais la junte a affirmé que le pays se trouvait face à des circonstances exceptionnelles et que la résistance cherchait à empêcher la tenue des élections qui doivent être organisées d'ici la fin de l'année.
Par ailleurs, aujourd'hui, l'ancienne conseillère d'État Aung San Suu Kyi, qui occupait un poste équivalent à celui du chef de gouvernement de 2016 à 2021, a été transférée récemment en résidence surveillée dans la capitale du Myanmar, Naypyidaw. L'ancienne chef du gouvernement, qui a déjà passé 20 ans en résidence surveillée de 1990 à 2010, a été condamnée à plusieurs reprises depuis le coup d'État dans 19 affaires au total, lui valant une peine totale cumulée de 33 ans de prison. Aujourd'hui, à l'occasion du jour de l'Asala Puja, jour lors duquel est célébré le premier discours du Bouddha, l'État birman a annoncé l'annulation ou la réduction de peine pour 7749 prisonniers et Aung San Suu Kyi bénéficie à ce titre d'une réduction de sa peine qui passe de 33 à 27 ans, sachant que la présidente de la Ligue nationale pour la démocratie est déjà âgée de 78 ans. La décision qui concerne la prix Nobel de la paix est sans doute liée à la pression internationale et à une volonté de la junte d'afficher un certain degré d'ouverture au dialogue. Aung San Suu Kyi a ainsi reçu la visite le mois dernier du ministre thaïlandais des Affaires étrangères, le régime autoritaire thaïlandais étant proche de la junte militaire birmane, alors que des pays comme Singapour, la Malaisie et l'Indonésie, qui président actuellement l'ASEAN, prônent une attitude plus dure envers le pouvoir birman. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu la semaine dernière au Vanuatu dans le cadre d'un déplacement dans le Pacifique qui comptait une visite en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En amont de son arrivée sur l'archipel du Vanuatu, plusieurs députés du pays ont appelé le président français à rendre les îles Hunter et Matthew, deux îles inhabitées situées au sud-sud-est du Vanuatu et à l'est de la Nouvelle-Calédonie. La France et le Vanuatu, ancien condominium franco-britannique des Nouvelles Hébrides, qui a obtenu son indépendance en 1980, entretiennent un différend territorial au niveau de ces deux îles qui sont revendiquées par le Vanuatu mais que la France considère comme faisant partie de la Nouvelle-Calédonie. Les chefs traditionnels du Vanuatu avaient aussi, avant l'arrivée de Macron sur place, appelé le gouvernement du Vanuatu à demander au président français de reconnaître la souveraineté du Vanuatu sur les îles. Les chefs traditionnels affirment que les îles ont une signification coutumière particulièrement importante et que s'y déroulent traditionnellement des rituels que les habitants du Vanuatu ne sont aujourd'hui plus en mesure d'accomplir en raison de la mainmise de la France sur ces deux îles. Des négociations ont eu lieu entre les deux pays de 2015 à 2018, mais ont finalement échoué à aboutir à une solution qui relève pourtant d'une grande importance économique pour le Vanuatu. Cité par le quotidien local Daily Post, le député Ni-Vanuatu Johnny Koanapo a ainsi déclaré, je cite, que le contrôle par la France de notre énorme frontière maritime au sud a restreint de manière significative notre espace de pêche au cours des 43 dernières années, ce qui est un manque à gagner que l'aide bilatérale au développement de la France ne peut pas compenser. Le député a aussi fait remarquer que le Front national de libération kanak, parti indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie, avait signé une déclaration reconnaissant l'appartenance traditionnelle des deux îles au Vanuatu. Le président français a déclaré qu'il souhaitait conclure un accord d'ici la fin de l'année 2023 afin, je cite, de définir un espace partagé ou une gestion partagée des ressources, sans toutefois revenir sur la convention du 11 janvier 1983. Des propos qui laissent penser qu'il n'est pas question pour la France de remettre en cause la souveraineté de cette dernière sur les îles Hunter et Matthew, d'autant plus que les déclarations du président français ont plutôt insisté sur les dynamiques géopolitiques régionales que sur le différend territorial. Ainsi, lors de son discours prononcé jeudi, Macron a fait une allusion à peine voilée aux investissements et aux prêts chinois dans la région, accusant ces derniers, je cite, d'étrangler littéralement le développement. Il a également dénoncé les ingérences et les nouveaux impérialismes et annoncé, pour contrer l'influence chinoise, l'ouverture sur place d'une antenne locale de l'Agence française pour le développement et une aide financière pour la reconstruction d'écoles françaises et d'hôpitaux endommagés par des cyclones. Le Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, un regroupement de journalistes qui enquêtent sur différentes zones géographiques et thématiques dont la corruption et le crime organisé, a révélé dimanche qu'un des principaux médias des îles Salomon, le quotidien Solomon Star, avait reçu un important financement en échange d'une promesse de faire de la propagande pro-Pékin dans ses articles. Selon le papier du OCCRP,
Le Solomon Star aurait reçu près de 140 000 $ américains de financement, utilisés notamment pour l'achat d'une nouvelle presse et d'une tour radio, contre la promesse de promouvoir, je cite, « la vérité à propos de la générosité de la Chine et de ses vraies intentions pour aider à développer l'archipel ». L'organisation de journalistes affirme avoir obtenu un document extrêmement compromettant, à savoir la version pilote de la proposition de financement datant de juillet 2022, un document rédigé par le Solomon Star à l'attention de l'ambassade chinoise à Honiara, qui contient une dizaine de promesses d'utiliser les équipements du journal pour promouvoir les bonnes œuvres de la Chine dans l'archipel. L'OCCRP indique aussi que les journalistes locaux se plaignent depuis un certain temps déjà d'une détérioration de l'environnement médiatique sur l'archipel, avec une propagande pro-Chine de plus en plus apparente de la part des médias locaux financés par des fonds chinois. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.